Olivier Poivre d'Arvor est un jeune athée mystique de 24 ans dans la ligne de Georges Bataille, en somme un représentant très articulé de la nouvelle incroyance, héritière malgré tout de valeurs chrétiennes profondément enracinées. Poivre d'Arvor va jusqu'à puiser pour écrire à 22 ans son apologie du mariage dans la Bible et les pères de l'Église, aussi bien que dans les auteurs contemporains qu'on a appelés les maîtres du doute. Il sait exprimer d'une façon très claire l'âme d'une grande partie de la jeunesse d'aujourd'hui qui cherche un sens à la vie en dehors de Dieu et de l'engagement partisan. Olivier Poivre d'Arvor, qui a aussi publié Flèche ou le martyr de Saint-Sébastien, est interviewé par Marcel Brisebois. Olivier Poivre d'Arvor, vous n'avez pas écrit simplement un ouvrage sur le mariage, vous n'avez pas écrit du mariage, vous avez écrit une apologie du mariage. Et une apologie, me semble-t-il, c'est toujours quelque chose qu'on écrit à partir de soi. Je pense entre autres à l'apologia pro vita sua, l'apologie pour sa propre vie de Newman. Et il me semble que dans une apologie, on engage toujours quelque chose de très intime. Oui, absolument. C'est à la fois une forme complètement extérieure, donc c'est une forme stylistique qui est héritée notamment des pères de l'Église, etc., des mystiques, mais c'est aussi, à mon avis, le rapport le plus proche, beaucoup plus proche que la confession qui charrie dans son mouvement toute une forme de volonté d'effet littéraire. Alors que l'apologie, en effet, et surtout l'apologie du mariage, pour moi, en fait, c'est une sorte de dédicace à ce qui n'est pas ceux qui sont mes parents, mais qui est avant tout pour moi un mariage. C'est-à-dire que j'ai jamais vu, je ne sais pas comment Freud a réalisé ça, parce qu'il avait toujours, il parlait toujours de la scène originelle, et il parlait toujours des parents. Et pour moi, ce qui m'intéressait dans ces figures des parents, du père et la mère, c'était pas tant ce rapport qu'ils formaient par rapport à moi, par rapport à une autorité, mais c'était de savoir très tôt, peut-être plus tôt qu'un autre enfant, ou peut-être au même âge, de savoir que ces gens-là étaient hommes et femmes, et que le rapport qu'ils avaient avec moi m'intéressait pas tellement. Il était finalement relativement pauvre, mais c'était ce rapport d'hommes et de femmes qu'ils avaient qui m'impressionnait beaucoup. Alors, il n'y a pas besoin de faire venir la psychanalyse, l'érotisme, le trou de la serrure pour expliquer ça. C'est en fait une intuition que j'ai eue assez jeune. Et que derrière cette famille, il y avait un mariage. Et en fait, l'idée de famille m'est tout à fait étrangère. Et j'ai tenu à bien distinguer, parce que dans la tête des gens, je crois que la famille et mariage sont dans une relation de conséquence de l'un à l'autre. Pour moi, c'est des choses totalement antinomiques. Mais pourquoi vous avez, justement, après ce que vous me dites, pourquoi vous avez dédié cet ouvrage à vos parents? En fait, l'enfant du mariage, mariage de mes parents. En fait, je dédie l'enfant du mariage chez moi. Oui. Donc c'est presque Narcisse dans un lac. Mais parce que ce témoignage que l'enfant peut porter sur le mariage, et non pas sur sa famille, est à mon avis assez rare, est assez rarement fait en plus de ça. Parce qu'il est difficile, il est très difficile aujourd'hui de... Il ne s'agit pas d'exalter les valeurs familiales, justement, pas du tout. Il s'agit de dire que derrière ces figures un peu autoritaires, etc., il y a avant tout des figures sentimentales, et que les parents sont des sentiments avant tout. Et ça, c'est ça qui m'a paru assez important, en fait. Pourquoi cette écriture si précieuse? C'est la même chose, d'ailleurs, dans votre autre ouvrage, Flèche. Vous écrivez de façon très... Ben, si vous voulez, les deux sujets, l'un le mariage, l'autre la sainteté, la séduction, sont deux sujets qu'il faut, à mon avis, qu'on ne peut aborder qu'en les contournant. Et d'où cette écriture un peu chantournée, un peu précieuse. D'où aussi l'appel à une espèce d'anthologie. Voilà, alors par rapport au mariage, le choix d'anthologie est tout à fait justifié, c'est parce que le mariage, en fait, est avant tout une littérature. Je ne pense pas que fondamentalement le mariage existe. Je crois qu'avant tout c'est une littérature, c'est qu'il est parti d'une littérature, il est parti de textes sacrés, il se retrouve dans des textes juridiques, il se retrouve dans des textes politiques, il se retrouve dans une littérature aujourd'hui, dans une littérature de vaudeville ou une littérature plus conséquente. Mais le mariage entretient un rapport très important avec le texte. D'ailleurs, la seule preuve du mariage, et c'était un des gros problèmes du Moyen-Âge, et c'est pour ça que la dot a existé, qu'on dotait les gens pour qu'il y ait un papier, pour qu'il y ait une preuve du mariage. Donc là, il y a un rapport entre le texte et le mariage. Et donc, plutôt que de disserter, j'ai un peu laissé la place à des auteurs comme des auteurs de la Bible, les pères de l'Église, mais aussi des auteurs plus modernes, Fourier, des socialistes, Léon Blum du mariage, très amusant, Léon Blum sur le mariage. Est-ce que c'est important pour vous qu'un mariage réussisse? Non, pas tellement. Puisque c'est
c'est pas tant le résultat ou ce qui va se passer qui m'intéresse. Par exemple, j'étais très très souvent déçu par des mariages qui sont autour de moi, des mariages d'amis, etc. Ce qui m'impressionne beaucoup, c'est la décision. C'est quand quelqu'un me dit, m'annonce sa décision de mariage. Donc la décision, en fait, n'entretient qu'un rapport complètement abstrait par rapport au reste. Ceci dit, le seul mariage qui est vraiment réussi et que je connaisse vraiment, que j'ai côtoyé, c'est justement celui de mes parents. Donc c'est un petit peu ce qui m'a, c'est un petit peu ce qui m'a amené à écrire ce livre. Mais c'est une forme de dette. Mais qu'est-ce que ça veut dire un mariage qui est réussi? Vous me dites que le seul mariage que vous avez connu qui a réussi, c'est le mariage de vos parents. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous un mariage réussi? Alors ça veut dire, en l'occurrence, par exemple, ça veut dire que la notion de famille n'a pas étouffé le mariage. C'est-à-dire que la famille n'a pas étouffé le couple. Parce qu'on voit très souvent, il y a des scènes extraordinaires dans les trains, etc., où on voit des couples chargés d'enfants, de valises, etc. Ça me fait toujours très peur, parce qu'on a l'impression que la relation à deux, le couple, a complètement disparu dans ce cas-là. Puis les gens se retrouvent, ce qu'on peut appeler le second mariage, quand les enfants sont élevés à 20 ans, et ils se retrouvent, tout d'un coup, ils se retrouvent dans une situation de couple et de solitude. Et aujourd'hui, si on regarde un petit peu la courbe des divorces, c'est très curieux de voir que beaucoup de divorces, pas uniquement pour des raisons de convention, parce qu'il faut élever les enfants, mais beaucoup de divorces se font après 20 ans de mariage, quand les enfants sont élevés. Donc moi, ce qui m'apporte un mariage réussi, c'est un mariage finalement relativement égoïste, c'est-à-dire où la structure familiale n'étouffe pas ce rapport qui n'est pas un rapport pervers, mais quand j'avais l'impression de côtoyer mon père et ma mère, j'ai pas du tout l'impression de côtoyer des gens à qui je devais quelque chose ou qui me devaient une éducation. J'avais l'impression de côtoyer un couple tout à fait sensuel et pas du tout conventionnel. Et ça me paraît un mariage réussi en l'occurrence, mais je pense qu'il y en a mille formes. Il y a le mariage de Sainte Thérèse d'Avila avec Dieu, c'est une forme d'annonciation aussi. Oui, vous me tendez une perche là, mais je la prendrai pas. Je la prendrai pas, la perche, parce que au fond, le sens de l'émission que nous faisons, enfin, qui s'intitule Rencontre, comme vous le savez, c'est au fond de savoir qui est un peu l'autre. Qui est-il? Quel est le sens qu'il donne à sa vie, etc. Et c'est la question que je voudrais vous poser. Quel sens vous donnez à votre vie, vous, Olivier Faure? D'ailleurs, j'aimerais par vos questions savoir qui vous êtes. Vous écouterez bien. Ce que je suis, je pense que je suis quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait formé. C'est-à-dire que je crois que, par exemple, pour ce qui est de l'écriture, pour moi une chose évidente, c'est que le jour, pour moi l'idée de la maturité complète, ça sera situer un roman en 1983, et pas un roman comme un récit comme Flèche dans une histoire tout à fait ambiguë, on ne sait pas si c'est le XVIe siècle, le XIXe siècle, etc. Donc arriver à comprendre parfaitement ce qu'est le temps contemporain. Moi j'ai encore beaucoup de problèmes avec mes contemporains. Je m'intéresse beaucoup plus. C'est inquiétant, moi je trouve, de s'intéresser à Sainte Thérèse d'Avila ou surtout à mon âge ou à des figures passées. Il faudrait plutôt s'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui. Alors j'ai beaucoup de mal à donner la définition du contemporain. Et donc j'aimerais, d'abord je crois que le roman est la forme achevée. C'est une chose, je n'en ai pas encore écrit véritablement, donc c'est dire si j'ai de l'espoir, un peu de temps devant moi. Et le roman est la forme achevée et situe un roman ici-bas. Quel âge vous avez? J'ai 24 ans. Et quelle est votre ambition? C'est de servir, je dirais, des généraux. Mais moi, c'est d'apprendre des choses, en fait. C'est que la vie me sert plutôt que de servir. Je n'ai pas ce sens de l'honneur. J'ai envie de... Je sais pas, par exemple, quand on fait du théâtre, quand quelqu'un qui n'a jamais fait de théâtre, ça vient de m'arriver récemment, découvre tout d'un coup du théâtre et s'aperçoit qu'il peut jouer de sa voix, qu'il peut moduler, qu'il peut faire des choses extraordinaires, voir des choses apparaître de lui qui apparemment n'existaient pas. Ou dans le sport, quand on voit par exemple qu'on peut dépasser telle la limite. C'est ça qui m'intéresse, c'est de voir comment on peut travailler à partir de soi, et pas toujours d'une façon sérieuse d'ailleurs, de façon ludique, comment on peut travailler sa propre matière et puis la faire évoluer, sur l'écriture. Est-ce que vous vous voyez dans un rôle, dans une fonction? Je sais que vous travaillez dans une maison d'édition. Oui, mais ça me va très mal. C'est important pour vous? Non, parce que ça m'ennuie. D'abord, je trouve que les rapports d'édition, je sais pas si c'est aussi vrai en France ou au Canada, mais les rapports d'édition sont très faussés aujourd'hui. Si vous voulez, c'est très difficile d'ailleurs de refuser, par exemple, à 24 ans, des manuscrits de gens qui arrivent, qui ont écrit 10 livres, dont certains chez Gallimard, etc. Donc, aujourd'hui, il y a une situation très, très délicate, c'est-à-dire que je crois que la littérature peut plus se nourrir de ce qu'elle a cru être, c'est-à-dire l'abstraction des personnages, c'est le mouvement du nouveau roman. Et puis on trouve une telle littérature de lessive, de commerce,
que les éditeurs, même les bons éditeurs, ne passent pas à côté de cette littérature et la publient. Alors je crois qu'il y a des gros problèmes dans l'édition. Vous ne voyez pas finir votre vie dans l'édition? Non, je vois trop de gens qui l'ont fini pour que ça me tente. Qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie pour vous? Réussir ma vie, ça sera, moi je crois que ça serait quitter la France un jour, bientôt, parce que c'est pas véritablement mon pays, parce que j'ai été élevé à l'île Maurice pendant quelques temps, et j'aimerais beaucoup retourner à l'île Maurice. Et réussir ma vie, ça serait justement peut-être pouvoir retourner dans un lieu que j'ai quitté justement parce qu'on ne pouvait rien réussir à l'île Maurice, parce que c'est une île, et rien ne s'y passe, c'est très agréable, enfin, les gens vont y passer 2 semaines, moi j'ai quitté pour des choses plus sérieuses, en l'occurrence pour aller à l'école, etc. Mais j'aimerais pouvoir y retourner et là y trouver une vie, je sais pas, que d'écriture ou d'être planteur dans une... Et pourquoi un lieu? Vous vous sentez de quelque part? Ben, je me sens un petit peu de ce lieu, oui, qui est arraché, qui est un petit peu loin. Le problème du lieu est pas tellement important, je crois, à mon âge encore, c'est plus le problème du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une espèce de temps fragmenté qui nous est proposé, fait de rendez-vous, fait d'ennuis, fait de vacances, comme ça, et un temps qui est très très douloureux à vivre. Moi j'ai beaucoup de mal à me débrouiller avec lui. Et par exemple, il y a un temps qui me fascine, c'est le temps des monastères, qui sont ponctués par des cloches ou par des laudes, par des vêpres, etc. Ça, ces rendez-vous-là sont des vrais rendez-vous, parce que ça correspond avec la tombée du jour. Mais les rendez-vous, enfin les perspectives qu'on nous propose dans une journée, dans une semaine, dans un mois ou dans une vie aujourd'hui, sont tellement codifiées qu'elles sont ça donne à peine envie de les vivre en fait. D'où vient cette érudition qui est la vôtre, à 24 ans? Oh, vous savez ça, moi je crois que, en fait, je ne veux pas vous dissuader, mais je crois qu'il suffit d'avoir une bonne bibliothèque. Bon, moi j'ai eu la chance de naître plutôt dans une bibliothèque que dans un hôpital. Je suis né dans une immense bibliothèque. Ma mère a accouché dans cette bibliothèque. Alors je ne sais pas si j'ai découvert les livres aussitôt, mais enfin disons que je me suis beaucoup nourri de ça parce que j'ai été enfant élevé assez seul, donc j'ai quand même pas mal de souvenirs. Et puis je crois que l'érudition, c'est justement pas encore une forme de maturité. C'est-à-dire que le jour où les références, etc., où la curiosité que j'ai pour le domaine culturel, ce sera complètement, pas effacé, mais justement intériorisé, le jour où j'aurai pas besoin de faire une anthologie, par exemple, pour parler du mariage, le jour où Saint-Sébastien sera une figure, mais il n'y aura même pas besoin de le citer, où on ne sera pas besoin de citer les grands peintres qui ont peint Saint-Sébastien, ce jour-là, ça sera un jour important pour moi. Et qu'est-ce que vous appelez la maturité? Est-ce que vous arrivez à la définir? Oui, parce que, vous savez, j'ai fait, en fait, bon, après être rentré en France, j'ai fait des études de philosophie. Donc, la philosophie définit la maturité, ce qu'on appelle l'acmé chez les philosophes. Et l'acmé, c'est 40 ans. Alors, bon, le problème de l'âge, c'est pas très important. Mais 40 ans, en fait, pour un philosophe, c'est l'époque où il écrit son grand livre. Et je crois qu'on ne peut pas écrire de très grands livres dans le domaine des essais, par exemple, avant un certain âge. C'est-à-dire qu'on écrit des essais, ou des essais de romans, ou des essais de poésie. Enfin, c'est Francis Ponge qui appelle ça comme ça. Donc peut-être que c'est, en tout cas, c'est plus tard pour moi, c'est pas maintenant. En plus de ça, j'ai une tas de choses que je comprends pas encore. J'ai pas bien compris ce que c'était que les femmes, par exemple. Il faudrait que je comprenne un peu mieux. Enfin, il y a des tas de choses à imaginer. Mais la maturité, est-ce que c'est pas justement être défini, être déterminé? Est-ce qu'il vaut pas mieux être inachevé? Oui, mais... Et être disponible du même coup? Oui, on est très disponible. Moi, je me sens trop disponible, justement. Je me sens attiré par un peu tout. Je me sens tout à fait déplaçable, mobilisable pour, pas tout, mais pour beaucoup de choses. Et je crois qu'au contraire, l'attitude des sceptiques grecs, par exemple des philosophes grecs, c'était de toujours refuser, etc., d'être assez loin de tout ça. Et moi, j'aimerais pouvoir me passer de cette espèce de disponibilité. C'est pas l'égoïsme, d'ailleurs, parce que il me semble qu'on entendra bien mieux, puisque vous parlez de la rencontre et du dialogue, etc., et de l'intérêt qu'on peut porter à l'autre. Je crois qu'on entend bien plus l'autre quand on n'est pas avec lui, c'est-à-dire que quand on est bien chez soi, bien dans sa tête. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc c'est peut-être ce qui me manque. Je suis encore trop occupé à penser à... Je parle pas d'une caméra, par exemple, je suis trop occupé à penser à ce que je suis, donc cette image-là, il faut que le reflet disparaisse. Est-ce que vous vous sentez très semblable ou très différent des filles et des garçons de votre âge? Oui, il y a des moments, mais je crois que ça fait beaucoup de gens sont comme ça. Mais il y a des moments où j'ai une cruelle, j'ai un sentiment d'abord de ne pas être de mon époque, ça c'est un sentiment que les gens ont, mais de cruelle dissemblance. Il y a une chanson, c'est pas une référence c'est une chanson de Françoise Hardy,
Et elle voit, à 16 ans, elle voit tout le monde qui se tient la main dans la main, etc. Et elle n'a pas de fiancé. Bon, ça c'est assez parodique, mais il y a beaucoup d'enfants qui ont ce sentiment-là. Par exemple, moi, j'ai jamais eu le sentiment de vivre des passions enfantines quand les enfants de mon âge en vivaient, etc. Alors, mais je crois que c'est vécu par beaucoup de gens, cette impression de dissemblance, de ne pas avoir ce que les gens ont. En plus de ça, moi j'ai peut-être des choses autres, mais je crois que c'est en fait une illusion. Mais j'ai tout à fait ce sentiment-là. Oui. Vous vous sentez marginal? Je me sens marginal, je me sens mais mis à l'écart en fait, bien plus que. C'est pas une condition Il y a enviable. un cas, est-ce que vous aimeriez être récupéré? Oui, c'est ça, j'aimerais bien, à la limite, j'aimerais bien ne pas écrire, si vous voulez, c'était un peu une béquille, je préférerais avoir ce que j'appelle une vie, c'est-à-dire peut-être être marié, avoir des enfants, un travail un peu sérieux. Est-ce que vous attendez que l'autre vienne vers vous? Non, d'abord, je pense pas qu'il viendra, je pense pas que l'autre viendra, parce qu'il n'y a pas d'abord, j'ai pas de croyance dans l'idée d'un élu ou d'une élue, etc., et d'une destinée, d'une rencontre, donc je crois qu'il faut beaucoup plus aller vers les gens. Moi, j'ai le sentiment, par exemple, j'ai vécu une situation, j'ai vraiment le sentiment d'aimer profondément quelqu'un, mais j'en étais tellement sûr, ça me paraissait tellement évident et à mon avis tellement visible en plus de ça, que j'ai jamais eu le besoin de l'exprimer. Ça paraissait évident. Et l'expression, pour moi, ça aurait dénaturé justement le sentiment. Et à force de ne pas l'exprimer, il est évident que la personne ne l'a pas compris. Donc, il est très important, je crois, d'aller vers les gens beaucoup plus que d'attendre que les gens viennent vers vous. Parce que il se passe, même quand on est très sûr de soi, des choses dans notre tête qui ne sont pas ostensibles ou visibles pour un autre. Quelle importance a l'amour dans votre vie? Oh, d'abord, il y a à la fois un fond de misogynie, un fond de, au contraire, de grande appréciation des femmes, par exemple des luttes des femmes ou des choses comme ça. Quand je dis un fond de misogynie, c'est parce que très souvent, la présence de situations, parce que plus que d'amour, malheureusement, je parlerais de situations amoureuses, ou de discours, comme disait Roland Barthes, de discours amoureux, parce que l'amour se nourrit en fait beaucoup de paroles aussi, beaucoup de discours. Et très souvent, il y a comme un sentiment un peu de déception, puis un sentiment d'avoir déjà vu ça, enfin, d'avoir déjà entendu ça. Alors je sais pas, ça tient peut-être à la nature des personnes hein, que je rencontre, mais il y a un sentiment quand même que les choses sont déjà, à peine nées, elles sont déjà faites pour mourir. Enfin, les sentiments en tout cas. Est-ce que vous croyez comme Rilke que l'amour est difficile? Je crois que c'est très difficile, oui. Je crois que Rilke a passé du temps d'ailleurs à trouver ça difficile et a eu beaucoup de difficultés. Moi je crois que je ne sais même pas si c'est une cause qui vaut la peine d'ailleurs, en fait. Vous aimeriez ne pas aimer? J'aimerais ne pas aimer, mais je sais très bien que je le ferai difficilement, mais bon, pas. Mais j'aimerais m'en passer, parce que je crois en plus ça prend beaucoup de temps. Ça prend et puis beaucoup de disponibilité à l'autre, à d'autres gens. Parce que la disponibilité à l'autre exclut un petit peu une disponibilité sociale qui est assez importante. Mais est-ce que cet amour quand même ne fait pas l'unité de votre être? Ben, pour l'instant, ça le fragmente plutôt, ça le disperse un peu. Le fait d'aimer me constitue rarement une intégrité. Ça me perd un peu. J'ai l'impression en me donnant à quelqu'un, de mettre des bouts de. C'est l'histoire de l'homme à la cervelle d'or qui, pour manger, donne. De Daudet, là. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu le cas pour l'instant. Mais j'imagine que c'est guérissable, pour autant qu'il y ait maladie. Qu'est-ce qui vous fait vivre? Ce qui me fait vivre, moi, c'est des choses que je vis assez peu à Paris, d'ailleurs, qui sont des choses ludiques, beaucoup plus que des choses sérieuses comme celles dont nous parlons. C'est très peu, quelques personnes, c'est des figures, c'est mon frère, c'est une dizaine de personnes. C'est des choses, d'ailleurs, ce qui me fait vivre. C'est pas un idéal, c'est pas une abstraction. Puis peut-être la conviction que ça vaut la peine d'essayer de s'exprimer aujourd'hui, de parler, donc il faut essayer de le faire sous des formes qui soient celles de l'écriture d'ailleurs, ou de la publicité, enfin pas pour moi la publicité, mais enfin bon, qu'importe la forme. Il y a une forme, c'est vrai, qui est aujourd'hui un peu plus noble parce qu'elle est un peu plus désuète. Hein. Quelle attention vous voulez qu'on vous porte? Beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est je meurs comme les plantes qui meurent d'absence d'eau, je meurs de l'absence d'attention, très vite. Je meurs ou je disparais pour ne pas avoir à mourir. Mais l'absence d'attention, c'est une chose c'est ce qui me fait absolument le plus peur. Ne pas être dans une situation avec quelqu'un qu'on connaît bien, par exemple, ne pas être attendu, ne pas être
Moi, je suis assez attentif, j'essaie d'être assez attentif, mais ne pas être attendu, ne pas être écouté, ou être supporté sans être attendu, par exemple, c'est une chose que je tolère très mal. Ce qui me paraît la pire, c'est une forme de mépris complet en plus de ça, qu'on ne soit pas attentif à vous. C'est très difficile. Est-ce que le silence est important pour vous? J'ai du mal à le conserver. En plus de ça, il m'apparaît très souvent de façon très pesante. Plutôt que de le vivre, je l'entends, le silence. Et il est très pesant dans des villes comme Paris. En vivant par exemple ailleurs, en vivant, je sais pas, au bord de la mer, etc., c'est très différent parce que le silence, il existe là. Le silence à Paris, c'est vraiment la solitude, c'est vraiment très vite la solitude. Alors, c'est pas parce qu'on tape à la machine que ça dissout cette solitude. Le silence, il est important dans les lieux qui sont faits pour le silence. Dans une forêt, une cathédrale. D'ailleurs, c'est un peu une forêt, une cathédrale, c'est presque la même chose. Mais dans des lieux comme ça, mais le silence, par exemple, le silence d'un appartement parisien, je trouve ça atroce. Est-ce que vous avez des modèles? Vous voulez parler de maîtres ou de... Comme vous voulez. Oui, en tout cas, j'ai quelques maîtres, oui. J'ai quelques maîtres qui sont des philosophes. Mais des modèles, j'en ai assez peu. Par exemple, mes parents ne sont pas des modèles pour moi du tout. Enfin, leur mariage est très bien, mais c'est pas des modèles. Non, j'ai assez peu de modèles, en fait. J'en trouve assez peu quand vous me posez Il la faut donc question. que vous inventiez continuellement Plutôt votre que j'en vie. invente, oui. Et puis, on en trouve, ceci dit, en cours de route. À trouver. Non, des personnes vivantes, pour moi, sont des modèles. Ce sont des choses très précises, pas absolues. C'est pas, j'ai pas une discipline par rapport à ces gens-là qui me ferait penser que c'est des maîtres. Mais non, il y a des gens que je trouve parfaits. Et donc ça, sur un point précis, par exemple. Donc ça, voilà, des modèles. Mais c'est toujours fragmentaire. Enfin, c'est pas des personnes... Il y a des gens que vous trouvez parfaits. Est-ce que le parfait existe pour vous? Le parfait n'existe pas. Il existe par rapport à des gens. Il y a des gens qui, à partir de ce qu'ils sont assez parfaits. C'est-à-dire, relativement bien... Je sais pas, des gens ont mis en valeur leur beauté, ont dissimulé leur laideur, ont fait valoir leur intelligence, ont mis de côté leur spontanéité, des choses comme ça. Ça peut être des gens intelligents qui se manœuvrent, donc d'une certaine façon, il y a une forme de perfection. Mais la perfection, quand même, à mon avis, c'est une question de principe, elle doit être réservée à Dieu et à un Dieu horloger qui est un Dieu parfait. Et l'homme, il a une grande jouissance à être imparfait aussi. Est-ce que Dieu veut dire quelque chose pour vous? Non, là, je vous l'ai dit, j'ai prononcé le mot là, si vous voulez, parce que c'est un mot social, mais c'est un mot qui ne veut absolument rien dire pour moi. Alors d'où vient votre intérêt au discours mystique? Le discours mystique, à mon avis, justement, vient du fait que Dieu n'est plus un mot dans la mystique. C'est-à-dire que il est un mot très important dans la religion, c'est évident, mais dans la mystique, c'est beaucoup plus qu'un mot, c'est une réalité sensible. Bon, quand on voit Sainte Thérèse d'Avila qui raconte la venue de Dieu en elle, qui arrive sur elle, etc. Bon, il y a aussi une métaphore, beaucoup de psychanalystes s'en sont emparés, une métaphore de l'acte sexuel peut-être, mais ça, Dieu est là, dans ce cas-là, Dieu est une réalité sensible, n'est pas un mot. Parce que sinon, si vous avez à répéter comme s'il fallait psalmodier 10 fois Dieu, par exemple, dans une même phrase, au bout de 10 fois, sauf si vous avez une foi absolument inébranlable, j'en suis pas sûr, vous vous demandez ce que veut dire ce nom, Dieu, ces 4 lettres. Donc je crois que non, c'est un mot qui n'a aucune signification. Oui, mais je reprends à ce moment-là ma question. Quel est l'intérêt que vous portez? Pourquoi vous intéressez-vous au discours mystique? Est-ce que c'est précisément à cause de cette métaphore du discours mystique au discours sexuel? Enfin, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce discours-là? Parce que finalement, une grande partie de votre ouvrage Flèche pourrait se dire aussi un discours mystique. Disons que pour être tout à fait franc, je crois que le discours mystique est celui qui appréhende le mieux ma forme de sensualité. C'est très personnel, hein, j'ai une curiosité même un peu culturelle pour le mystique, mais quand je lis dans des textes mystiques, il y a tout un mouvement du désir, du va-et-vient, du mouvement, de la rétractation, de l'avancée, etc., qui correspond tout à fait quand je dis ma sensualité, c'est-à-dire ma façon de sentir les choses. D'appréhender le monde. D'appréhender le monde, d'appréhender les corps, d'appréhender les gens. C'est même de façon très précise de concevoir mon désir, par exemple. Il me semble que le désir mystique, c'est un désir d'attente, c'est un désir très violent. C'est une métaphore, je crois, la mystique aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'elle se déplace. On ne peut pas s'intéresser à Saint Jean de la Croix,
enfin, on peut s'y intéresser, mais on ne peut pas espérer le renouveau de Saint-Jean-de-la-Croix ou de Sainte-Thérèse d'Avila. Parce qu'en son temps, Sainte-Thérèse d'Avila est partie de rien d'abord, je crois que c'est un petit peu une situation. Donc, en plus, elle était une femme d'affaires, donc elle a traversé l'Espagne pour créer des Carmels. Donc, il faudrait des figures aujourd'hui, pas uniquement Sainte-Thérèse d'Avila, il faudrait des figures contemporaines, de gens qui essaient, pas forcément au service de la religion, mais de l'art ou même de la politique, si la politique n'est pas un art pourri, qui essaient de créer des Carmels. Et c'est ça qu'il faudrait. Dans ce sens-là, la mystique, pour moi, est une métaphore d'une façon d'appréhender en effet les choses et les gens, qui est très particulière. Et puis quand même, elle a aussi un mérite, c'est que on parle beaucoup de la mystique, mais peu de gens ont lu les mystiques. Alors, on a toujours, quand on a un peu lu les mystiques, toujours un argument pour en parler, parce que finalement, la mystique, en effet, pour les gens, c'est Dieu, c'est la religion sans Dieu, enfin, c'est la croyance. C'est pas tout à fait ça non plus. Oui, la mystique, en fin de compte, vise une possibilité de jouir et de jouir infiniment. Oui, oui. Et le terme de jouissance, irrite encore beaucoup de gens, mais je ne l'ai pas prononcé d'ailleurs, parce que je pense qu'il valait mieux qu'il vienne dans la conversation, mais la mystique, c'est tout à fait la jouissance. C'est la jouissance par rapport, bon, vous appelez ça l'infiniment, mais c'est vrai, en effet, par rapport à un temps qui n'est pas le nôtre. Sans limite. C'est jouer sans limite. Et de façon excessive, diraient les gens. Mais l'excès n'est pas là, parce que l'absence, il n'y a plus, en effet, il n'y a plus les limites. C'est-à-dire, c'est jouir en dehors des limites de son propre corps, du corps de quelqu'un d'autre, de la nature, du panthéisme, des arbres, des petits oiseaux. Olivier Poivre d'Arvor, je vous remercie. Rappelons qu'Olivier Poivre d'Arvor a 24 ans. Il a publié, à 22 ans, une apologie du mariage aux éditions de la Table Ronde, ouvrage étrange bourré de citations de près de 200 auteurs les plus disparates et parfois les plus contraires, qui vont des pères de l'Église à Freud. Il a aussi publié Flèche ou le martyre de Saint-Sébastien, ouvrage non moins curieux qui mêle les descriptions païennes aux élans mystiques. Son intérêt pour Saint-Sébastien se situe davantage dans la ligne de Mishima et de Pasolini que dans celle des hagiographes. La prochaine rencontre sera présentée dimanche à 13h30. Le professeur de philosophie Benoît Garriépi sera l'invité de Marcel Brisebois.